Bonjour à tous, donc je suis Lambert Nora et je suis président et cofondateur de la startup Girolift. Donc je me suis dit que les images parlaient un peu plus que les mots, donc j'ai mis quelques images, une vidéo de ce qu'on développe. Donc on développe un module robotique qui se plug sur un gyropode. Donc c'est pas un gros mot, hein, c'est une solution de mobilité, vous connaissez peut-être la marque Segway. C'est une plateforme sur 2 roues et qu'on contrôle avec son centre de gravité. Et donc l'objectif, c'est de dire, voilà, pourquoi on ne rendrait pas cette plateforme universelle? C'est-à-dire qu'actuellement, seulement des personnes valides peuvent l'utiliser. Pourquoi pas des personnes en situation de handicap? Pourquoi pas des personnes âgées? Pourquoi pas des personnes qui ont une mobilité réduite, temporaire ou définitive? Et donc on a développé un module robotique, et donc qui vient se plugger sur n'importe quel gyropode et qui permet à la personne de se déplacer aussi bien assis que debout. Donc j'en reviens à dire aussi, peu importe son handicap, peu importe ses conditions de mobilité, etc. Et donc, l'avantage, c'est donc de la plateforme, les avantages de la plateforme, c'est-à-dire l'équilibrage, le fait que ce soit beaucoup plus compact, accès à des espaces qui ne sont pas accessibles, du franchissement, du tout-terrain, accès à la plage, accès à la forêt, etc. On a toujours ce contrôle instinctif, la personne peut toujours l'utiliser avec son centre de gravité, et une verticalisation motorisée, comme on le voit, donc pour permettre à la personne de se lever. Les avantages, donc assis, on peut l'imaginer aussi pour une personne valide, c'est-à-dire qu'elle parcourt énormément de kilomètres, elle peut avoir mal aux jambes, pouvoir se déplacer aussi assis. Mais pour une personne en situation de handicap, une personne âgée, etc., la station debout a énormément d'avantages physiologiques, la réduction des escarres, consolidation des os, circulation du sang, du transit, psychologique, être à la même hauteur qu'une personne quand on lui parle, en termes d'autonomie, avoir accès aux temps de travail, etc., des objets en hauteur. Donc on est parti de là, et à l'origine, c'était mes travaux de thèse de doctorat que j'ai effectués à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et on a maturé le projet, on a développé au cours de la thèse, et puis avec la réflexion, le service Valo de l'université, etc., on s'est dit, pourquoi pas monter une boîte? C'est comme ça qu'on est parti. Et on a réfléchi, et actuellement on s'adresse dans un premier temps à un marché en B2B pour permettre à des entreprises de favoriser le maintien et la réinsertion dans l'emploi et la réduction de pénibilité de leurs employés. Donc là actuellement on a ça c'est notre 3e prototype, c'est une version pré-industrielle, c'est une version qu'on a présentée au CES de Las Vegas en janvier dernier, et on est en pleine phase d'industrialisation. Je vous ai mis quelques images de la version finale, et l'objectif c'est de faire le marquage CE en septembre et donc une commercialisation des premiers groupes. On a Enedis qui est mécène du projet depuis sa genèse via sa mission handicap, et on a Thales via sa mission diversité aussi qui se sont positionnés pour équiper le site de Bordeaux, etc. C'est comme ça qu'on se positionne. C'est un peu ce que j'avais indiqué. C'est-à-dire faire disparaître le handicap, et avoir une solution qui ne soit pas connotée handicap à l'œil, etc. Merci. Et du coup, vous-même, en termes de mécénat, vous avez cité Enedis, est-ce que vous avez bénéficié d'autres types d'aides financières ou autres? Ah oui, moi j'ai été... je pense que je suis un bon exemple de ce qui peut se faire. Donc ouais, je suis issu de l'université de Versailles, donc déjà à la base, c'est mes travaux de thèse, donc les brevets qui sont déposés au nom de l'université, etc. Après, grâce à Paris-Saclay, à l'université, j'étais lauréat d'une prématuration à la Fondation de coopération scientifique, qui était un plutôt beau chèque. Après, j'ai gagné quelques concours de colloques en diversité, sur le plateau de Saclay aussi. J'ai obtenu je suis lauréat, prix du jury et prix du public au concours Docteur Entrepreneur, qui est organisé par le groupe AEF. Donc j'ai pas mal bénéficié de ça. J'ai eu l'accompagnement du service Valo de l'université pour tout ce qui est dépôt de brevets, propriété intellectuelle, même étude de marché, financement d'une étude de marché via l'université Paris-Saclay. Donc j'ai eu pas mal de soutien. Après, j'ai continué à profiter du réseau, je suis rentré à l'accélérateur EXUP de l'école polytechnique,
Puis j'ai suivi une formation à HEC Paris. Tout ce que je pouvais prendre, je prends des cas. Et voilà, c'est ça. C'est comme les gens se battent pour ne pas avoir le métro, bah, nous, on est obligés de... Mais en fait, ça arrive. Mais par exemple, l'autre jour, on était encore à Polytechnique. C'était en septembre, il y avait un événement à EDF. Bah, j'y suis allé directement le jour libre. Et effectivement, hein, il y a l'accès à des compétences. Alors, je crois que c'est payant. Voilà, donc là, c'est pas du mécénat, mais par contre, tout le reste, vous avez bénéficié soit d'un soutien public de l'université, soit, alors là, on a quand même le soutien financier. Hein, alors l'appel à projet de prématuration, encore une fois, celui-là est financé par l'IDEX. Mais on pourrait tout à fait imaginer que des fondations mettent en place ce type de dispositif. On est très en amont des projets, donc on est vraiment encore dans une forme d'aide, véritablement. Non, mais je pense que sans la prématuration, c'était le premier prix que j'ai obtenu. Et j'étais encore en pleine réflexion de savoir est-ce que j'y allais ou pas. Le service Valo de l'université m'avait dit, à l'époque, le vice-président m'avait dit mais pourquoi tu montes pas une boîte? Alors qu'on déposait les brevets, il y avait déjà d'autres prototypes, etc. Et j'ai dit, je vais d'abord finir ma thèse et après on verra. Et au final, ça a commencé, c'était comme s'il avait mis un germe dans mon esprit, quoi, me dire, au final, j'avais fait cette thèse-là, moi j'ai toujours travaillé dans le handicap, ça a toujours été mon domaine. Et j'avais fait cette thèse-là parce qu'il y avait vraiment du développement. C'était pas, c'est un cliché, mais c'était pas une thèse où j'allais coefficienter quelque chose et puis voilà ça allait rien. Enfin, sans vraiment voir s'il y avait quelque chose. Là, il y avait vraiment un but, quelque chose à développer, quelque chose à faire pour quelque chose, pour quelqu'un, etc. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai fait la thèse. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas aller jusqu'au bout de l'aventure. Et donc il y avait ce germe-là, on a remporté l'IDEX et je me suis dit, bon, allez, donc deuxième cas où il y a un déclencheur qui est un prix de mécénat. Donc là, en fait, j'allais dire même plusieurs fois, c'est-à-dire qu'après l'IDEX, on avait développé les choses, on avait présenté des prototypes, etc. Et ça mordait pas en fait. Ça mordait pas. Et j'étais presque même à 2 doigts d'arrêter. Et j'ai remporté le concours docteur entrepreneur de l'AEF, le prix du public et le prix du jury. Et là, j'ai dit, non, mais c'est bon, on ne peut pas s'arrêter. Donc, en fait, j'ai bénéficié d'un prix financier. Donc, ça m'a permis d'un peu garder 2-3 mois supplémentaires. Et ça m'a permis ces 2-3 mois m'ont permis d'obtenir d'autres choses, etc. Il faut bien voir que dans ces cas-là, ce type de prix, ça a 2 effets. Enfin, il y a un effet financier et parfois, c'est un peu ce que vous dites, hein, parce qu'on a 5 000, 10 000, 15 000 euros, on va pouvoir tenir 3 ou 4 mois de plus. Et ces 3 ou 4 mois, ça va finir pour la version 2 du prototype. Et puis il y a l'effet psychologique. Là, c'était vraiment les deux, parce qu'il y avait l'aspect financier, parce que bon voilà, j'ai des thèses, etc., je ne me payais pas, enfin je ne me payais toujours pas, mais c'est pas grave. Mais il y avait cet aspect-là, et il y avait aussi l'aspect, le prix du public. C'est-à-dire que, ok, les gens ils disaient, ah ben non, ton marché, ton business model, on n'y croit pas, ça ne marchera pas, machin, personne n'en veut. Alors qu'à côté de ça, je reçois des mails tous les jours de personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes de famille, du monde entier, et qui me disent, ah, comment je peux l'avoir, comment je peux me le faire livrer en Argentine, en Nouvelle-Zélande, etc. Et à côté de ça, en France, on n'y croyait pas trop. Les entreprises, on a énormément de chance d'avoir la sécurité sociale, mais ça nous a mis quelques freins aussi. Et donc on se dit, ouais, c'est compliqué. Et le fait de dire, d'avoir encore, c'est presque un geste d'amour, quoi. Dire, ouais, non, il est bien, à côté de ça, il y avait des startups sur des greffes de cornets. Enfin, c'était, moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec mon petit prothèse? Merci beaucoup, exemple donc, très intéressant également. Et vous voyez aussi avec ce côté,
on finance les premières versions du prototype parce qu'il y a souvent un stade où effectivement, vous disiez, on n'y croit pas trop, où on a du mal à donner des preuves. Et bien souvent, ces petites mises de fonds qui viennent plutôt du mécénat, ou sinon, c'est souvent des proches, quelqu'un parle de love money, les premiers fonds investis souvent dans les startups, c'est ce qui va permettre de donner les preuves qui permettent ensuite de lever éventuellement des fonds auprès d'investisseurs. Mais les investisseurs, ils n'aiment pas le risque trop élevé. Merci beaucoup.